Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce point culture. Et tu te calmes. Tu te calmes. Tu es en terrain ami et tout va très bien se passer. Personne ne te dit quoi faire, personne ne te dit quoi croire. Tu n'es pas dans une dictature de la bien-pensance, tu n'es pas dans un monde de hippies, tu ne regardes pas une vidéo de propagande, tu es ici, chez toi. Et une personne bienveillante, moi, vient t'exposer des idées qu'elle t'invite à écouter. Ce que tu fais de ces idées, c'est entre toi et toi. Ah, et j'ai un invité aujourd'hui. Bonjour. Il s'appelle JMDO, il a une chaîne YouTube et il est vegan. Vegan, c'est pas un gros mot. Et pour ma part, je suis même pas végétarien. Ce qui ne nous empêche pas d'échanger et de nous écouter. La preuve en est. Voyez, terrain ami, tout va très bien se passer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donner à JM mes arguments contre le véganisme, et il vous dira ce qu'il en pense. Mais je ferai de mon mieux. En restant poli. Mais je ferai de mon mieux. On s'est même mis d'accord sur un certain nombre de règles. 1. Pas de vidéos choquantes, parce qu'on a un public de tous les âges et de toutes les sensibilités. 2. Le plus possible on reste factuel. Chose même extrêmement rare dans le point culture, on va citer un maximum de sources que vous pourrez retrouver dans la description. 3. Les attaques frontales restent au vestiaire, car elles entachent la possibilité d'un échange construit. 4. Pas de sophistique à la con. Alors j'ai rangé mes arguments dans l'ordre du moins pertinent au plus pertinent, donc on commence par un peu de mauvaise foi. Attends, depuis quand la mauvaise foi ça entre dans la catégorie argument? Bah, il faut bien commencer quelque part. Ouais, mais si c'est pour nous sortir gneu protéines, gneu bacon, gneu il était une fois les cavernes, on commence méga loin là. Bon, tu commences pas à être chiant, hein. Règle numéro 3, Lynx. Les attaques Frontales frontales restent au vestiaire car elles entachent la possibilité d'un échange construit, mais c'est toi qui as commencé. T'as commencé en disant gneu. Ok. Bah je retiens gneu. Voilà. Le respect, c'est dire non à gneu. Donc commençons. Numéro 1, je vais prendre cet argument de la bouche d'un penseur de notre temps. Message à tous les végétariens. Je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. Oui, la bête a été tuée, mais bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. Voilà, donc d'après ce génie des temps modernes, l'animal n'a pas souffert. Alors moi, il me semble que les animaux ressentent la douleur. Genre une fois, j'ai marché sur la queue d'un de mes chats sans faire exprès, et il a fait... Il m'a feulé dessus. Faut que j'arrête d'imiter les chats. Mais c'était peut-être un hasard. Ça n'a rien d'un hasard. Pour faire simple, ton chat, ce chat, tout comme toi, moi et une immense flopée d'animaux, on possède un système nerveux, et plus particulièrement des nocicepteurs qui sont des récepteurs sensoriels de la douleur. Ces nocicepteurs permettent de réagir en fonction d'une situation. Situation 1, tu ne sais pas que le feu ça brûle, tu mets ta main dedans, tu comprends assez vite et tu décides de la retirer rapidement. Situation 2, tu sais déjà que le feu ça brûle et tu t'évites de souffrir en replongeant ta main dedans. Ressentir la douleur, dans bien des cas, c'est la possibilité de s'éviter un danger, et cette douleur peut être tout autant physique que psychique. Enfermer des animaux dans des cages, des bassins ou autres prisons, ça les rend dépressifs, agressifs et il y en a même qui se laissent mourir. Un peu comme les individus qui composent notre humanité lorsqu'on les enferme. Après, pour être un peu plus précis concernant la douleur, elle ne peut être réellement exprimée que par l'individu qui la ressent. C'est pour ça qu'on adopte un raisonnement par analogie. Si tout comme moi, le chat retire sa patte du feu, c'est qu'il doit lui aussi ressentir la douleur. Conclusion, Maître Gims maîtrise tout autant le bon goût musical que le comportement animal. Alors, pour être tout à fait juste, suite à cette vidéo, la PETA l'a mis au défi d'être végétarien pendant un mois, et il a accepté. On sait pas s'il a tenu, ce qu'il en a tiré, il a juste dit sur Facebook, je cite, « Je refuse l'obsolescence programmée ainsi que le Codex Alimentarium ». On doit se sentir incroyablement bien quand on a des valeurs et qu'on les applique pendant un mois. Tout entier. Non, mais que quelqu'un de sa stature, je veux dire, assume un régime végétarien, même temporaire, c'est déjà bien. Regarde, là, il a acheté des produits véganes. Il y a vraiment des produits maison, il n'y a pas de viande, hein, ça a été fait par les végétariens. Bon, ok, on lui a offert des produits véganes, mais déjà, tu vois, il s'était mis au défi de passer végétarien, pas vegan. Il a assumé son défi à fond. Non mais je remercie les sneakers, on a le droit, je crois, les végétariens. Alors, si t'es végétarien, oui, tu manges pas de chair animale. Mais si t'es vegan, non, car on peut voir ici les sneakers contiennent du lait et encore du lait, et même un peu de blanc d'œuf. Donc, quand t'es vegan, c'est non. Mais tu vois, il se pose les bonnes questions. Il n'y a pas de viande dedans. Il n'y a pas de viande dans les sneakers, je pense que... Ah, il y a la gélatine, voilà. Non, il y a pas de gélatine. Alors en effet, s'il y avait de la gélatine, ce serait pas végétarien, car la gélatine c'est du cartilage et des os d'animaux, broyés et transformés. Le sneakers, c'est pas bien. C'est pas Pas bon. bien. Pas bien les sneakers. Pas bien. Gélatine. Donc tu te filmes en train de bouffer un sneakers, tu montres qu'un vegan t'a offert un panier, tu appelles ça une preuve de ta sincérité. Heureusement qu'on t'a pas offert des piles et des clous, parce que ça aurait été la preuve que t'aurais suivi un régime à base de piles et de clous pendant un mois. Et tu finis en ridiculisant les propos des végans. Mais pourquoi je lui accorde de l'intérêt en dehors des NMT, moi? Puis pourquoi je lui accorde de l'intérêt tout court? Pourquoi
qui que ce soit. Numéro 2, je vais donner un argument que j'ai souvent trouvé sur internet et qu'on retrouve souvent quand on amène ce genre de débat. La viande, c'est bon. Le bacon, par exemple. Je veux dire, c'est quand même vrai que quand t'es vegan, tu te prives de plein d'excellents trucs. Sauf que c'est pas parce qu'on juge quelque chose de bien que tout ce qui l'implique l'est. C'est avant tout une question de prisme. La viande, c'est peut-être bon 5 minutes pour tes papilles gustatives, mais ça implique toute une vie de souffrance pour un individu qui n'a rien demandé et une mise à mort inutile à ta survie. Le véganisme, l'antispécisme, l'animalisme, c'est avant tout se mettre à la place d'individus victimes d'un système qui les exploite et qui les tue. Ensuite, le véganisme n'a rien d'une privation alimentaire. Ce n'est pas une porte qui se ferme, mais au contraire une porte qui s'ouvre sur une infinité de possibilités. Tiens-toi prêt, enfile un bavoir, ça va aller très vite. Numéro 3, alors je suis pas biologiste, Moi non plus. mais qui sommes-nous? Je suis pas biologiste, mais j'ai lu plusieurs fois dans ce genre de débat, là encore, que l'être humain serait naturellement, du moins en partie, carnivore, et que du coup, manger de la viande serait dans l'ordre des choses. Je suis pas biologiste non plus, mais je me suis renseigné. Et je peux donc affirmer que l'humanité est omnivore, ce qui signifie que nous pouvons manger tout ce qui est comestible. Ah! Ce qui ne veut pas dire que nous devons. Manger des produits issus de l'exploitation animale n'est pas une nécessité biologique. Le véganisme, c'est une question de justice pour les animaux. L'idée, c'est de combattre une discrimination des individus basée sur l'espèce, et qui s'appellerait spécisme. Ouais, en fait, le débat est plus éthique que biologique, finalement. Biologiquement, on a le choix. Ouais, donc la question, c'est plutôt... Est-ce que c'est juste de manger de la nourriture d'origine animale? Numéro 4, alors je suis toujours pas biologiste, mais j'ai lu que les plantes étaient beaucoup plus conscientes du monde qui les entoure qu'on l'imagine. Elles poussent mieux avec de la musique ou quand on leur parle, donc si ça se trouve, elles ressentent autant la douleur que les animaux. Si les plantes sont conscientes, elles ne possèdent pas pour autant de système nerveux, pas plus que de nocicepteurs. À quoi ça leur servirait de ressentir la douleur si elles restent incapables de l'éviter? Mais Admettons que les plantes ressentent la douleur. En quoi cela change-t-il le problème de la souffrance animale? À noter que les animaux sont des êtres sentients. Ils ont la capacité d'éprouver subjectivement la douleur, le plaisir, le bonheur. Ils ont des désirs, des buts, des volontés qui leur sont propres. Ils possèdent la faculté de sentir, de penser, d'avoir une vie mentale subjective. Ça, on en est sûr pour une grande partie des animaux. Quid des plantes? Et enfin, ces mêmes plantes, si elles devaient ressentir la douleur, et même 1000 fois plus intensément que n'importe quel autre être vivant sur cette planète, ça reste la nourriture principale des animaux qui se retrouvent dans ton assiette. Tout en sachant qu'en moyenne, il faut 10 kg de protéines végétales pour avoir en retour 1 kg de protéines animales, pour te la faire courte, si tu veux réellement sauver des carottes, mange des carottes. Mais une chose reste indéniable, les plantes ont une forme de conscience du monde qui les entoure et communiquent même entre elles. Mais ça, c'est un tout autre débat. Ah bah voilà, dès que monsieur est dans un coin, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse le débat, bien sûr, voilà. Non, j'avais juste fini de répondre en fait. Voilà. Numéro 5, toujours pareil, argument croisé sur internet. Ah bah si c'est internet qui le dit... Bah, et qui me semble un peu paradoxal à titre perso, des gens estiment que si on les mangeait pas, certaines espèces disparaîtraient. Genre les cochons, les vaches, tout ça, bah ils devraient un peu nous être redevables, parce que sans nous, ils auraient peut-être disparu. Donc arrête-moi si je me trompe, hein, mais l'argument avancé c'est, pour que des animaux survivent, on doit les tuer. Bah, évidemment, dit comme ça, c'est con. Pour sauver sa peau, il doit mourir. Mets-toi 2 secondes à la place d'une vache dite laitière. Est-ce que tu t'imagines remercier tes geôliers de t'avoir fait naître et survivre à coups d'antibiotiques, de bouffe inadaptée, de t'entasser avec tes semblables, de t'inséminer à répétition pour t'enlever tes mômes, voler ton lait et t'envoyer à l'abattoir lorsque tu n'es plus économiquement rentable? Tu parles d'un cadeau? Sans compter que les animaux qui sont actuellement dans ces élevages ont très peu de chances de survivre dans la nature. Ce sont des hybrides, des animaux soumis à la domination, à l'exploitation humaine, bien trop dépendants de nous. Et finalement, avant de faire semblant de s'occuper des animaux que l'on tue par dizaines de milliers dans le monde et chaque seconde, rien que pour se nourrir, peut-être faudrait-il commencer par repenser notre rapport au monde et agir contre la 6e extinction de masse dont l'humanité est grandement responsable. C'est tout le problème du carniste de base. Lorsqu'on lui montre la lune, il regarde le bacon. Ah ouais? Ah ouais, bah tout le problème du vegan, c'est déjà ta gueule. Numéro 6, alors admettons qu'on soit effectivement omnivore. Bon, eh ben on est omnivore, c'est-à-dire c'est naturel pour nous de manger de la viande. Qu'est-ce qui est naturel? Les choses inchangées par les interventions de l'humanité? Ou l'humanité faisant partie intégrante de la nature, finalement tout est naturel? Vous avez 3 heures. Nos vêtements, nos caméras, nos chaînes YouTube, mes lunettes, tes figurines de tes héros préférés, l'alimentation hors saison, les OGM, les médicaments, etc. Est-ce que tout ça est bien naturel? Bah du coup, non. Bon, enfin, il te reste encore 2h59 si t'as envie de développer. Non, pas du tout.
Non... L'humanité dont toi et moi faisons partie est davantage omnivore par son comportement que par son anatomie. Il faut garder en tête que notre humanité peut tout manger, ce qui ne signifie pas qu'elle doit tout manger. Et encore moins pour survivre. Parce que manger des produits issus de l'exploitation animale, ça reste pour beaucoup d'entre nous un simple plaisir gustatif, qui engrange d'innombrables souffrances inutiles. Et comme nous le savons, et que nous pouvons faire sans, qu'en est-il de l'ordre naturel des choses face à notre devoir de justice, d'éthique, de morale, vis-à-vis de celles et ceux qui ne peuvent se défendre? Vous avez 3 heures de plus. 3 heures de plus. Non... Numéro 7. Alors, de tout temps, l'humanité... Non, sérieusement, tu vas pas commencer de tout temps, l'humanité. Ah bah écoute, j'ai besoin d'une intro. Une intro, ok, mais même au bac de philo, elle est interdite. Bref, nos ancêtres mangeaient de la viande, alors pourquoi est-ce que nous... On revient à mon idée précédente. Il y a fort à parier que si nos ancêtres, pour survivre, n'avaient pas chassé des animaux et mangé de la viande, on n'aurait pas, toi et moi, cette discussion par écran interposé. Mais ces derniers devaient, pour une question de survie, se nourrir de cette façon. Ce qui n'est plus notre cas aujourd'hui. Nous avons la possibilité de faire autrement. Et ce n'est pas parce que notre humanité le faisait en ce temps-là qu'il faut le reproduire aujourd'hui. C'est bien ce que j'ai dit à Jérémy, tu peux pas accoucher avec maman sous prétexte que nos ancêtres le faisaient. Et puis, quid de l'avancée des droits de l'humanité? Quid des droits de l'enfant? Quid des droits des femmes? Quid des droits des minorités opprimées? Sans compter qu'il y a plus d'une étude qui tord le cou à cette idée de viande à outrance chez nos ancêtres des cavernes. Et tous les liens sont dans la description. Numéro 8, sans chercher à faire intervenir une histoire de dieu ou de quoi que ce soit, simplement biologiquement, on est quand même au sommet de la chaîne alimentaire. Je veux dire... On est super prédateurs, aucun animal ne nous mange et nous mangeons tout ce qu'il y a en dessous. Alors, prépare-toi à tomber de haut, parce que concernant ce point, c'est tout un mythe qui s'effondre. Mais merci au passage de laisser Dieu en dehors de ça. Concernant la chaîne alimentaire, il existe une notion qu'il est important de prendre en compte. Il s'agit du niveau trophique. Le niveau trophique, c'est un indice qui détermine la position d'une espèce dans la chaîne alimentaire. De façon générale, et ça nous arrange bien, il est admis que l'espèce humaine est au sommet de cette chaîne alimentaire. Mais ce n'est pas l'avis d'une équipe de chercheuses et de chercheurs français qui se sont basés, depuis des données de la FAO, sur le type d'alimentation des êtres humains de 176 pays entre 1961 et 2009. Pour calculer le niveau trophique, on admet que les végétaux ou le phytoplancton sont la base de l'écosystème et représentent donc le niveau 1. Un animal exclusivement herbivore se situera au niveau 2. Les carnivores, qui se nourrissent des herbivores, seront au niveau 3. Bon, t'as compris l'idée. L'étude menée par cette équipe a déterminé que le niveau trophique de l'humanité est de 2,2. Soit un niveau trophique proche de celui de l'anchois. L'être humain n'a donc rien, mais rien à voir avec un super prédateur. Pense-y la prochaine fois que tu te retrouves dans les rayons de ton supermarché, avec ton caddie et ta carte bleue. A noter tout de même que cette même étude a relevé une augmentation de 3% du niveau trophique humain durant les 50 dernières années. Quid de l'importance de cet impact sur tout l'écosystème? Tu sais que ce placement de produit pour Quid n'est pas du tout subtil. T'es sûr de cette blague? Ah bah jamais! Numéro 9, ce qui retient la plupart des gens de devenir végétarien et vegan a fortiori, c'est le risque très documenté des carences, notamment en vitamine D et B12, en calcium et en fer. Alors j'ai réalisé de mon côté une vidéo avec le docteur Jérôme Bernard Pelé sur l'alimentation végétalienne. Si tu as des questions, il y a de fortes chances que tu y trouves des réponses. Et si tu te poses pas de questions, il y a fort à parier que ce soir tu te couches un petit peu plus cultivé. Tu peux la visionner directement sur ma chaîne en cliquant quelque part par là. C'est open bar. Non mais vas-y, fais ta promo. Bah on parle de véganisme, j'ai une chaîne qui en parle, ça me paraissait pertinent. Bon, sur un autre ton. Numéro 10. Alors souvent quand je regarde des produits véganes, je vois des produits qui essayent de mimer la nourriture carnée. Pourquoi essayer de reproduire des aliments qui rappellent un monde que les véganes veulent détruire? Alors souvent quand je regarde des produits d'origine animale, je vois des produits qui essaient de nous faire croire que les animaux sont heureux d'être exploités et tués. Pourquoi imaginer tout un monde imaginaire si le monde réel n'a rien à cacher? Propre. Plus sérieusement, les produits de substitution, les simili, ne se retrouvent pas dans tous les paniers de courses des véganes. Les aliments de base restent les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales et les oléagineux. Ensuite, libre à celles et ceux qui le souhaitent de composer leur alimentation végétale comme ça leur chante. Et ce même s'il est nécessaire d'intégrer des notions d'alimentation bio, locale, de saison, zéro déchet, etc. Ouais, enfin là, c'est un autre débat. Un autre débat, oui. Même si tout reste connecté. Mais admettons. Et puis nous vivons dans un monde plus que majoritairement spéciste et carniste. Donc imiter les textures, les plats, les recettes, les goûts qui nous sont familiers, ça peut aider à dépasser un obstacle au changement pour certains, comme ça peut faire office de transition dans leur façon de s'alimenter pour d'autres. Face à un modèle dominant, s'inspirer des codes et des normes ordinaires est une méthode comme une autre pour véhiculer des idées nouvelles. Mais ça reste in fine une poignée de produits dans un océan d'alternatives végétales. Numéro 11, le carnisme tue des animaux. C'est une évidence, c'est même un pléonasme, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'il fait vivre des humains. Il génère de l'emploi, énormément d'emplois
emplois, des agriculteurs aux bouchers en passant par toute une chaîne de professions. L'argument économique pour défendre l'exploitation animale n'en a que le nom. Si une chose est néfaste à l'origine, créer toute une économie, des emplois ou des activités tout autour de celle-ci ne la rendra pas meilleure ou tout simplement acceptable. Parce que dans ce cas-là, que penser des dictatures ? Elles aussi créent de l'emploi. Que penser de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation? Tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas un paquet de pognon à se faire là. Du travail des enfants, de la détention de 50% des richesses du globe par seulement 1% de la population mondiale. Ça fait pas vivre des gens, ça peut-être? Tu l'auras compris, c'est pas parce que ça fait tourner toute une économie que ça devient défendable. Tu remarqueras d'ailleurs que dans bien des cas, c'est même le contraire. Mais passons. Est-ce que tu viens d'insinuer que l'économie est mal faite? Passons. Véganiser le monde, ça veut aussi bien dire véganiser les gens que véganiser l'économie. Cela va donc naturellement créer de nouveaux emplois, multiplier les conversions, permettre à des gens d'accéder à de nouvelles formations, etc., etc. Sans compter que, bien malheureusement pour les animaux non humains, le changement ne se fera pas en un claquement de doigts. Donc on va assister à des évolutions et des adaptations sur tous les terrains, au fur et à mesure des prises de conscience. Mais revenons sur les êtres humains. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Dans les abattoirs, les accidents du travail sont 4 fois supérieurs à la moyenne. Est-ce qu'il serait pas temps de faire évoluer les choses dans le bon sens? Pour les personnes qui souhaitent replacer l'humanité au centre des considérations, même si personnellement j'y suis pas favorable, l'anthropocentrisme ça va de 100 000 ans. Beaucoup de gens qui vivent de l'exploitation animale en crèvent. Encore une fois, l'humanité n'a pas besoin de tuer des animaux non humains pour survivre, aussi bien économiquement que biologiquement. Numéro 12, il y a quelque chose de très Lovecraftien dans le véganisme. C'est que tu dois ouvrir les yeux sur un monde d'horreur que ton esprit a choisi d'ignorer. Mais si on ouvrait les yeux sur toutes les horreurs du monde, on deviendrait fou, on dormirait jamais. Si on ouvrait les yeux sur toutes les horreurs du monde, on devrait rapidement devenir conscient que c'est nous qui sommes à l'origine de bien des maux, et agir en conséquence. Utopie de côté, le véganisme n'a pas pour vocation de changer le monde, mais celui des victimes du spécisme, les animaux non humains. Si le véganisme n'est pas la recette miracle pour un monde parfait, il y contribue grandement et ne fait qu'améliorer les conditions de vie du vivant dans son ensemble. Tu ne peux pas d'un côté te plaindre du monde dans lequel tu vis, tout en le façonnant quotidiennement et en refusant de voir tout ce que cela implique. Tu dis ça pour moi? Je dis ça à qui veut bien l'entendre. Ouais. Ça porte un nom, ça, quand tes actions sont pas en adéquation avec tes valeurs, mais que tu te persuades d'être dans le vrai? Ouais, la dissonance cognitive. Renseigne-toi, tu verras, c'est rigolo. Je note, numéro 13, ça m'est venu quand je regardais Top Chef, parce que j'adore regarder des chefs étoilés se comporter comme des gamins de 8 ans, et des gamins de 20 ans se comporter en chef étoilé. Mais dans un monde vegan, plus de bœuf bourguignon, plus de tartiflette, plus de gratin dauphinois, plus de saule-meunière, tout un pan de la culture française qui va crever. Si tout un pan d'une culture fait crever, c'est que lui-même doit crever. Si tout un pan de ta culture, de tes traditions, repose sur d'innombrables souffrances inutiles, néfastes pour des milliards d'individus, pour la seule et unique planète habitable connue aujourd'hui, pour ta santé, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis t'as pas comme l'impression d'être devenu l'esclave de tes papilles gustatives, des zones de plaisir de ton cerveau. J'ai 3 heures? On va manquer de temps. Sans compter que la culture, c'est pas quelque chose de figé, c'est vivant, ça bouge, ça évolue, ça s'éteint. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on en fait quoi des cultures et des traditions basées sur la mort et la torture? Ah bah ça, la torture, j'en ai parlé, donc ça c'est bien ça, et en plus je torture pas, donc même pas de dissonance cognitive à ce niveau-là. Voilà un lien d'ailleurs pour le point culture qui en parle. Non mais vas-y, fais ta promo. Bah je suis sur ma chaîne. Ouais bah voilà, c'est bien une réponse d'Omni ça. Vous avez réponse à tout. Bref, se lever pour faire s'effondrer ses pans est capital. Autrement, comment est-ce qu'on peut prétendre à une once d'humanité en étant à l'origine de pareils comportements? Ou alors ne m'appelez plus humain. Et là on est d'accord. Et comme évoqué plus tôt, il existe, si vraiment c'est ta came, des substituts imitant les produits d'origine animale, et qui ressemblent à s'y méprendre. Nuggets, sauce bolo, cordon bleu, blanc de poulet, yaourt, burger, pizza, fromage tartinable, gâteau, kebab, etc., etc. Donc ne t'en fais pas pour ta culture, rien ne t'empêche de véganiser tes plats d'origine animale préférés. Ta seule limite c'est toi, pas le véganisme. Numéro 14, souvent les gens font remarquer que le souci n'est pas tant de manger des animaux ou des produits venant d'animaux, mais plutôt à la façon dont ils sont traités. Mais si on arrivait à créer un monde où les animaux seraient traités de façon éthique... Parquer des animaux sous la contrainte, les faire se reproduire sous la contrainte, les élever sous la contrainte, les tuer sous la contrainte. Il n'existe pas de bonne façon de faire quelque chose de mal. D'autant plus quand notre survie n'en dépend pas. Si nous pouvons tuer humainement, nous est-il alors possible de voler éthiquement, d'opprimer avec respect, de frapper avec bienveillance, d'abuser avec compassion? Est-il possible d'opprimer avec respect, de frapper avec bienveillance? J'ai 3 heures? Techniquement, t'en as pas besoin. Tu connais déjà la réponse. Oh, oui! Tu pourras tourner le truc dans tous les sens. Ce n'est pas la façon dont nous exploitons les animaux qui pose problème. C'est le fait de les exploiter tout court. Puis la façon dont nous traitons les animaux,
C'est bien gentil, hein, mais les personnes qui ont cet argument dans la bouche, comment est-ce qu'ils peuvent savoir si oui ou non les animaux sont bien traités? Parce que c'est la marque qui le dit? Parce que c'est la pub qui le dit? Peut-être parce que ce sont les lobbies qui le disent. Ouais, c'est pas faux. La réalité du terrain, elle est tout autre. Mais bon, on a dit pas de vidéos choquantes. Ouais, j'imagine bien que même l'agriculteur le plus gentil du monde va pas pleurer en serrant chaque animal qu'il tue en lui racontant une dernière fois son histoire préférée. Et quand bien même, à quel moment ça devient éthique? Je te câline, donc je peux t'envoyer te faire tuer? Aussi, il va falloir s'inquiéter de tous ces parents qui racontent des histoires à leurs gosses. Il était une fois... Gênant. Numéro 15, il y en a qui pensent que certains animaux ont besoin de l'homme, c'est-à-dire que sans nous, les espèces se multiplieraient de façon incontrôlée. Oh, tellement d'animal. Oh, ah là là. Et ce sont très certainement ces mêmes personnes qui pensent que Dame Nature a sagement attendu l'apparition de notre espèce pour que l'on régule le vivant. La nature se régule comme une grande. Si elle a horreur du vide, elle a aussi horreur du trop-plein. Trop, beaucoup trop, stop. Et c'est le même argument prôné par les chasseurs. Sauf qu'en plus d'être faux, c'est un mensonge délibéré. Des chasseurs nourrissent eux-mêmes des sangliers qu'ils vont traquer et tuer en faisant de l'agrainage. Tape ce mot dans ton moteur de recherche préféré. Tu vas vite comprendre l'absurdité d'un argument pareil. Autre exemple, selon les estimations, en France, environ 75% du petit gibier fait suite à une réintroduction. C'est-à-dire qu'il a été élevé puis lâché dans la nature. Il est incapable d'y survivre, il apporte des maladies, on le défouraille et on appelle ça de la régulation. LOL. Et concernant les multiplications incontrôlées, il serait peut-être temps de balayer devant notre porte. Car déjà, en plus d'approcher les 10 milliards d'ici 2050, notre espèce se gave de médocs en tout genre afin d'éviter les souffrances et de retarder la mort. Donc d'un côté, on prône la régulation des espèces, de l'autre, on contourne cette même régulation quand il s'agit de nous. Ouais, donc dans Infinity War, toi t'étais complètement du côté de Thanos en fait. Qui? Bah dans Infinity War, t'as Thanos, le... Ah, je suis un chibre en Marvel. Je sais pas. Mais dans quel monde de ténèbres vis-tu? Numéro 16, le carnisme a certes beaucoup de mauvais côtés, mais le véganisme a aussi quelques problèmes. Je pense notamment au fait qu'il est documenté que le soja déforeste, notamment en Amazonie. Si le soja déforeste, c'est pour nourrir les animaux qui se retrouvent dans ton assiette. Plus on mange d'animaux, plus on doit en élever. Plus de bouches à nourrir, plus de déforestation pour notamment cultiver du soja. Donc au final, indirectement, les personnes qui mangent de la viande sont celles qui consomment le plus de soja et causent le plus de déforestation. Numéro 17. Wow, ouais, attends, peut-être que j'ai un contre-argument? T'en as un? Non, mais ça t'en sait rien. Numéro 17. Numéro 17, bon, admettons que le véganisme soit tout blanc, niveau éthique, et le carnisme tout noir. Bon, jamais je pourrais personnellement me restreindre à manger que des légumes vapeur, ce serait juste trop triste. Ça fait longtemps, non? Ouais, ça fait longtemps. On a compris. Numéro 18, bon, alors admettons que t'as raison, et que c'est mieux d'être vegan. Finalement, chacun fait ce qu'il veut, non? Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui, animaux non humains inclus. Lorsqu'une personne évoque la liberté de choix concernant la consommation de produits issus de l'exploitation animale, elle oublie les principaux concernés, les victimes innocentes. Donc non, faire ce que bon nous semble n'est pas un argument viable. Ensuite, le spécisme, le carnisme et le zoocide à l'échelle mondiale qui en découle sont certes parfaitement légaux, mais pas juste pour autant. L'esclavage était légal, l'apartheid était légal, la colonisation était légale. Il a fallu pour autant les combattre pour les abolir. Et il en est de même avec le spécisme. Et puis nous sommes des êtres conscients de la non-nécessité d'exploiter les animaux pour notre survie. Conscients de l'impact écologique aux quatre coins du monde qu'implique cette exploitation. Conscients des conséquences néfastes sur notre organisme. Nous avons donc, en tant qu'êtres conscients, une responsabilité vis-à-vis du vivant qui nous entoure dans son ensemble. Et finalement, si on continue, entre autres, dans cette voie, qu'est-ce qu'on va laisser comme monde aux générations futures? Est-ce que je dois rappeler que ce caillou qu'on appelle la Terre ne nous appartient pas, que nous sommes seulement locataires, et que nous n'en avons qu'une? Ouais, mais on reste libre d'être des connards finalement. La liberté, ça rime avec responsabilité. Et avec faucon maltais. Ça n'a rien à voir, mais je trouvais que ça concluait bien. Numéro 19, bon alors, être végétarien pourquoi pas, mais être vegan, je veux dire, le lait, les œufs, le miel, ça tue aucun animal ça, donc pourquoi s'en priver? Top!
Lorsqu'une poule pond un œuf fécondé, elle donne naissance soit à un mâle, soit à une femelle. Seules les femelles pondent des œufs, donc les mâles sont broyés dès la naissance. Résultat, lorsque tu manges un œuf, tu tues des millions de poussins mâles. Ouais, mais tu les tues pas directement. C'est pas un argument, et j'ai pas fini. Pour qu'une vache produise du lait, elle doit être inséminée de force, donner vie à un veau et ainsi entamer le processus de lactation. Idem, dans l'industrie laitière, les veaux mâles sont inutiles et abattus dès leur plus jeune âge pour leur viande. Résultat, quand tu bois du lait, tu tues des millions de veaux. Oui, mais là encore, tu les tues. Tu t'enfonces, je continue. Pour récolter le miel, il faut enfumer les abeilles et les éloigner à coups de répulsifs. C'est un processus stressant et les abeilles peuvent défendre leur essaim en piquant. Lorsqu'une abeille pique, son dard reste planté dans la peau de son agresseur, ce qui déchire son abdomen et lui coûte la vie. D'autres meurent écrasés. Le miel volé est nécessaire aux abeilles pour passer l'hiver. Il est généralement remplacé par un sirop de fructose ou de glucose. Quid des nutriments, des enzymes et des vitamines. En dehors de l'apiculture biologique, on a recours à ce qu'on appelle le clippage. On coupe les ailes des reines pondeuses pour qu'elles ne s'échappent pas et on la tue lorsqu'elle devient moins productive. Ces mêmes reines peuvent être fécondées par insémination artificielle, avec le sperme d'un faux bourdon qu'on aura préalablement décapité. A noter que pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent effectuer plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, le tout représentant plus de 7 000 heures de travail. Top! Et voilà comment, en une poignée de secondes, tu comprends dans les grandes lignes pourquoi le végétarisme tue. Et pas qu'un peu. Bon, bah, numéro 20, j'ai plus d'arguments. Je pense que je suis simplement pas prêt. Mec, t'es né prêt. Sauf qu'à vivre dans un monde spéciste, on finit par croire que tout ce qui nous entoure est normal. Tout changement, quel qu'il soit, peut s'avérer être une montagne infranchissable. Parce que c'est nouveau, parce que tu sais pas par où commencer, parce que sortir d'une zone de confort, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bien souvent, on se trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour s'éviter des vérités et agir en conséquence. C'est trop dur, chacun son rythme, moi je fais déjà ça, si tout le monde faisait comme moi, on n'en serait pas là. Le véritable problème, c'est ça. On a toujours fait comme ça. Et puis de toute façon, tout le monde fait comme ça. Sauf qu'à penser comme ça, on n'avancera pas. Enfin, si, mais clairement pas dans le bon sens. Si les images des vidéos des abattoirs posent problème, ce ne sont pas les images qu'il faut arrêter de diffuser, mais les abattoirs qu'il faut fermer. Si les images qui mettent la lumière sur ce qu'est réellement la vivisection pour les animaux de laboratoire sont violentes, ce ne sont pas ces images qu'il faut bannir, mais l'expérimentation animale, surtout que des alternatives viables existent. Si les images des coulisses des cirques avec animaux nous font détourner le regard, ce ne sont pas ces images le problème, mais ce qu'implique le dressage des animaux pour notre simple divertissement. Longue vie au cirque, mais sans animaux. Il existe une infinité de possibilités, d'alternatives ne reposant pas sur l'exploitation animale. Prendre conscience d'un problème est nécessaire. Agir en conséquence est vital. De plus en plus de gens deviennent véganes, antispécistes, animalistes. Les sites d'information traitant ces questions se multiplient. Les spécialistes occupent de plus en plus les différents espaces d'expression. Les industriels de la bouffe, de la mode, des produits d'hygiène et des cosmétiques investissent de plus en plus pour que les modes de production et de consommation ne reposent plus sur l'exploitation animale. Cette évolution, qui est en réalité une révolution, pour les animaux non humains, l'humanité et notre planète, est davantage facilitée par toujours plus d'options à notre portée. Pour faire simple, il n'est pas question de réaliser quoi que ce soit d'impossible, mais d'accélérer l'inévitable. Si tu as des questions, les réseaux sociaux, les sites d'information où sont présentes des personnes militantes ne manquent pas. Et ces dernières n'attendent que 3 choses. Informer, partager et éveiller les consciences afin de vivre dans un monde toujours plus juste. Ces mêmes personnes n'ont pas pour objectif de créer des murs cloisonnants, mais bien au contraire, elles souhaitent créer des ponts. Parce que sans réveil général, toi, moi, lui, elle, nous, on n'y arrivera pas. Encore une fois, à toi qui regardes cette vidéo, tu es prête, tu es prêt. Écoute-toi. Fais-toi confiance, renseigne-toi et agis en conséquence. D'accord, bah j'imagine que si les gens ont des questions, on peut les inviter à s'abonner à ta chaîne. Et sinon, de toute manière, on reviendra sur ce point culture en live sur Twitch pour le commentaire si jamais certaines personnes se sentent de débattre. Personnellement, j'ai plus trop envie. Merci à toi JM pour ta collaboration. Merci à toi. Merci infiniment pour l'opportunité que tu donnes aux messages antispécistes de se diffuser. Et merci à tes viewers de m'avoir écouté. On est ensemble. Attends, enfin, on n'est pas ensemble dans le sens... on n'est pas ensemble, genre on n'est pas... On n'a pas... Bref, vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous êtes d'accord ou même pas d'accord, à commenter, à liker ou disliker, et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!